Bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Voici venu l'heure du journal télévisé en langue française. À la présentation, je suis Didi Sabiti. Tout de suite, voici les titres. Le président de la République, Paul Kagame, déclare que le continent africain dispose de tout ce qu'il faut pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et le surplus agricole pour l'exportation. Les pays africains sont invités à augmenter la quantité d'engrais utilisés dans l'agriculture afin que le continent atteigne l'objectif d'autosuffisance alimentaire d'ici 2020-2025. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le président de la République, Paul Kagame, déclare que le continent africain dispose de tout ce qu'il faut pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et surtout le surplus agricole pour exporter en dehors du continent africain. Le chef de l'État déclare cependant que cela ne sera possible que si les pays africains agissent davantage à l'unisson, contrairement à la situation actuelle où chacun semble y aller de son chemin. Des détails ici avec Kassim Youssouf. Le troisième jour des assises de la conférence internationale du Forum pour une agriculture verte en Afrique ce mercredi a été caractérisé par des exposés dont ceux qui ont été présentés par le président de la République, Paul Kagame, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, le président du Niger, Mohamed Bazoum, et le vice-président de la Tanzanie, Philippe Mpango. Le président Kagame a d'abord indiqué que des débats et réunions comme celle du Forum pour une agriculture verte en Afrique devraient fournir des solutions aux défis auxquels le continent est confronté, ajoutant qu'il est temps que l'Afrique se lève. Notre continent a mis en place une ligne solide et sur laquelle nous devons nous appuyer et fournir des solutions. Rappelons-nous les raisons qui expliquent tout cela. Tout cela vise une alimentation pleine de nutriments, l'alimentation des familles et chaque jour. Cela vise aussi des revenus sur les comptes de nos agriculteurs. Cela vise également la promotion de l'agriculture basée sur la production et la création de nouveaux emplois basés sur les services du secteur agricole. Ce qui est encore plus toutefois, c'est souligner que l'Afrique est davantage résiliente en période de crise. Cette conférence se tient au moment où l'Afrique et le monde en général sont confrontés à la hausse des prix au marché suite à la pandémie de Covid-19 et la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le président de la République, Paul Kagame, indique que la solution à tout cela est la collaboration des pays d'Afrique, que tous ces pays œuvrent à l'unisson. La pandémie de Covid-19, les conflits en cours et une crise mondiale d'approvisionnement et de l'énergie, tout cela constitue une entrave à notre production agricole. Certaines leçons sont visibles en tenant compte de l'expérience du passé. Premièrement, nous sommes forts lorsque nous sommes ensemble. L'Afrique ne devrait pas être en train de faire face à la crise alimentaire compte tenu de nos ressources naturelles. Nous pouvons atteindre notre autosuffisance alimentaire et subvenir aux besoins des autres. C'est là une opportunité pour nous, œuvrer à l'unisson, apprenant les uns des autres et proposer des solutions propres à nos pays. Cette conférence a regroupé environ 2500 personnes, dont des chefs d'État, des ministres ayant l'agriculture dans leurs attributions, des acteurs du secteur privé, des experts dans divers domaines et autres. Elle examine comment l'Afrique pourrait atteindre l'autosuffisance alimentaire et faire face aux défis actuels. Les chefs d'État des pays d'Afrique examinent par ailleurs comment accroître l'investissement permettant d'avoir des produits alimentaires sur le continent.
Merci bien, Kassim Youssouf. On reste toujours au même chapitre, décidément, avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, FAO, et affirme que le problème de faim continue à prendre de l'ampleur en Afrique dans la mesure où 80% de la population de ce continent n'a pas accès à une alimentation équilibrée. Indication faite au 4e jour de la conférence du Forum pour une agriculture verte sur le continent africain qui se tient à Kigali. Le directeur des affaires économiques à la FAO, Maximo Torero, a fait savoir que si on procède à l'analyse du problème de la faim dans le monde, l'on trouve que son intensité continue d'augmenter, notamment sur le continent africain, plus que partout ailleurs dans le monde, et cela affecte considérablement la santé des enfants, des parents et d'autres personnes. La conférence du Forum sur la révolution verte en Afrique qui se tient à Kigali a été également une occasion de donner la parole à la femme. L'accent a été mis notamment sur l'entrepreneuriat féminin et qui doit être encouragé pour accélérer le développement agricole sur le continent africain où la femme joue un rôle prépondérant dans ce secteur si vital pour le continent. Jean Damascène Manichimé pour les détails. Les participants à la conférence du Forum sur la révolution verte en Afrique ont reconnu le rôle des femmes dans la promotion de l'agriculture et de l'entrepreneuriat en général. C'est ainsi que les femmes qui se sont distinguées dans la création de l'emploi à travers la valorisation des produits agricoles ont reçu des prix. C'est le cas de Célia Chabi du Bénin qui a initié le projet Quel Bien-être qui s'occupe de la transformation du baobab. Pour elle, reconnaître le labeur des femmes et des rangs d'encouragement, en particulier pour les jeunes. Ce prix Waya 2022 que j'ai reçu, je n'arrive même pas à exprimer ma joie, mon émotion, surtout vu la catégorie dans laquelle j'ai été lauréate. Il s'agit de la meilleure entreprise à valeur ajoutée exceptionnelle. Il faut dire que depuis mes débuts, ce n'a pas été facile parce qu'il s'agit du baobab. Et comme vous le savez, en Afrique, le baobab, il y a beaucoup de mythes autour. C'est l'arbre fétiche, c'est l'arbre sorcier et tout. Donc les populations étaient vraiment réticentes à la consommation de ce produit-là. Mais nous n'avons pas baissé les bras parce qu'on avait des objectifs à atteindre, on avait une grande vision. Et aujourd'hui, on a compris que voilà, la persévérance paye. C'est une immense joie pour moi aujourd'hui de recevoir ce prix. Et gagner ce financement, surtout parce que derrière ce prix, il y a un financement. Ce financement va nous permettre de mieux nous adapter selon les normes internationales afin d'exporter nos produits. Parce que c'est ce qui nous importe aujourd'hui. Élargir notre gamme de produits dérivés du baobab, accroître notre capacité de production parce que nous n'arrivons pas à satisfaire la demande actuelle. Et pourquoi pas acquérir des matériels industriels parce que nous utilisons des matériels semi-industriels, élargir aussi notre unité de production afin quand même d'être dans les normes, afin quand même d'atteindre cette vision d'être la meilleure entreprise de valorisation du baobab en Afrique. Célia Chabi, qui vient de découvrir le Rwanda par le biais de ce forum, apprécie le climat des affaires favorable dans le pays, raison pour laquelle elle souhaiterait faire connaître ses produits au Rwanda. Alors oui, je suis au Rwanda il y a quelques jours déjà. C'est vrai que je n'ai pas eu l'opportunité de visiter la ville, mais déjà avec ce que j'ai pu constater, c'est un pays vraiment hospitalier et super propre. J'ai vraiment aimé cet état de choses. J'ai aussi apprécié le fait que le Rwanda valorise la consommation locale. Parce qu'on a eu à échanger avec la première dame quand même, qui nous a quand même expliqué ce que le Rwanda fait sur ce plan-là. Et c'est encourageant et ça nous donne encore d'autres idées afin de mieux nous améliorer, afin de mieux nous adapter. Au Rwanda ici, avec le prix que nous avons reçu, cela a permis de hausser un peu
la visibilité de l'entreprise. On a pris quelques contacts et on espère vraiment que ça va donner du bon et que les populations rwandaises vont apprécier les produits que nous proposons. Les participants au forum estimaient que la transformation de l'Afrique doit être inclusive, ce qui justifie la reconnaissance des efforts des catégories particulières comme celle des femmes. Merci donc à Jean-Damascène Manishimwe. Toujours au même chapitre, les participants à ce forum de Kigali qui, sur l'investissement dans la production de produits agricoles, disent que ce secteur est confronté au fait qu'il n'y a pas assez d'argent qui est donc investi, ce qui fait que la transformation industrielle des produits agricoles ou ce qui leur apporte de la valeur ajoutée sont encore faibles. Ont participé à ce débat principalement des dirigeants des industries de transformation agricole, des organisations et des agences internationales qui appuient le secteur agricole, des banques et autres. Ils sont tous d'accord que les organisations qui apportent du soutien au secteur agricole devraient augmenter les fonds qui sont donc alloués à ce secteur. Les institutions financières sont par ailleurs pointées du doigt parce qu'elles continuent d'être lentes lorsqu'il s'agit d'accorder des prêts à long terme et à faible taux d'intérêt aux acteurs de la chaîne de transformation des produits agricoles en Afrique. Et puis les pays africains sont donc invités à augmenter davantage la quantité des engrais utilisés dans le secteur de l'agriculture. Ceci afin de continuer à atteindre les objectifs d'autosuffisance alimentaire que le continent africain s'est fixé à l'horizon 2022-2025. Kassim Youssouf pour les détails. Des experts en matière d'engrais et la santé des sols en Afrique admettent que le taux d'utilisation des fertilisants en Afrique est toujours inférieur à la norme fixée à Malabo en 2014, soit 50 kg d'engrais par hectare. L'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, affirme que l'utilisation d'assez de fertilisants dans l'agriculture en Afrique est le meilleur moyen pour le continent d'atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire d'ici 2025. Si on ne les prend pas tous tels que souhaités, nous n'arriverons nulle part. C'est vrai que nous avons des semences de bonne qualité, mais leur rendement ne sera pas excellent si nous ne leur fournissons pas d'engrais pour les soutenir. Et si nous avons des bonnes semences sans avoir d'intrants agricoles, c'est là du gaspillage. Alors comment réconcilier ces semences de qualité, l'engrais nécessaire et les produits de pulvérisation de façon à atteindre la production prévue à partir de ces semences de qualité que nos chercheurs ont pu nous procurer? De nombreux pays en Afrique ont avancé à pas de tortue en ce qui concerne le soutien à apporter aux agriculteurs pour accroître la quantité d'engrais utilisés conformément aux termes des accords signés par les chefs d'État et de gouvernement. Les pays se sont en effet engagés à investir au moins 10% de leur budget dans l'agriculture. Actuellement, 7 pays, dont le Rwanda, sont classés en tête en termes d'investissement dans l'agriculture, notamment en soutenant les agriculteurs en termes d'engrais. Lorsque le Premier ministre, le Dr Ngirente Edouard, a assisté à la 57e réunion de la Banque africaine de développement, il avait alors souligné que le Rwanda a accordé aux agriculteurs des facilités pour trouver de fertilisants à prix abordables. We used to import fertilizers like other African countries. And we have decided to put in place now a plant to produce our Ce que nous avons fait pour appuyer l'agriculture, nous avons constaté qu'en période de la pandémie, où nous importions d'intrants agricoles, ce qui se passait pour d'autres pays d'Afrique, nous avons alors décidé de mettre en place une usine de fabrication d'engrais au Rwanda parce que nous avons beaucoup besoin d'engrais dans l'agriculture. Dans une année, cette usine de fabrication d'engrais au Rwanda sera achevée. Dans le budget national pour l'exercice 2021-2022,
Environ 13 milliards ont été dépensés pour l'importation d'engrais par rapport à 5 milliards en 2018-2019, ce qui a fait que l'engrais utilisé par hectare a atteint 60 kg en 2021 par rapport à 32 kg par hectare en 2017. Selon l'accord de Malabo, il n'est resté que 3 ans avant que l'objectif que l'Afrique s'est fixé d'être un continent qui a vaincu la famine à l'horizon 2025 soit atteint. Alors que l'Afrique n'a pas pu atteindre 50 kg d'engrais par hectare, d'autres continents sont entre 128 et 393 kg d'engrais utilisés par hectare. Il est prévu en 2023 une conférence africaine qui se focalisera uniquement sur l'utilisation d'engrais et la bonne santé des sols en Afrique. Merci à Kassim Youssouf. Au chapitre justice et surtout mémoire du génocide commis contre les Tutsis, comme vous l'avez donc suivi ce mercredi, les juges d'instruction parisiens ont donc ordonné un non-lieu dans l'enquête sur l'inaction de l'armée française sur les massacres des Bicécéros. C'était fin juin 1994, lors du génocide commis contre les Tutsis. Certaines associations, notamment de la société civile, avaient introduit leur requête pour que justice soit faite, tout en citant notamment complicité de génocide pour certains éléments de l'armée française. Avec nous, par Skype depuis Paris, nous sommes rejoints par François Graner. Il est donc chercheur au CNRS et surtout membre de l'association Survie. François, bon après-midi, bonsoir depuis Paris. Bonjour. Voilà. Tout d'abord, êtes-vous surpris par ce non-lieu par rapport à ce dossier? Dans quel état êtes-vous? Parce que vous êtes parmi les associations qui ont donc qui avaient déjà déposé cette plainte. Êtes-vous déçu? Ce non-lieu, c'est inacceptable. Hein. Évidemment, on va faire appel. On fait appel. À la fois pour la mémoire des victimes du génocide des Tutsis, et puis pour les rescapés de Bicécéros, qu'on soutient, et puis pour la justice tout court. Alors François, la question qu'on laisse passer un non-lieu comme ça. Oui, allez-y. Non, parce que les juges déforment, en fait, dans leur ordonnance, ils déforment complètement de façon inacceptable des faits qui sont clairement dans le dossier. Par exemple, nous, ce qu'on reproche aux militaires français, c'est qu'à Bicécéros, ils sont face au génocide et qu'ils n'interviennent pas. Ils ne sont pas loin et qu'ils peuvent intervenir. Et les juges disent exactement l'inverse. Ils disent que les militaires français ne savent pas ce qu'ils ont sous les yeux à Bicécéros. Ils disent qu'ils ne savent pas que ça fait partie du génocide. Or, les militaires français, ils sont venus pour ça, pour arrêter un génocide. Et pendant ces 3 jours à Bicécéros, du 27 au 30 juin 1994, les services de renseignement et même les journalistes sont très clairs. Et même les militaires sur le terrain, les subordonnés, demandent à y aller et à secourir, et on leur refuse. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a? Les secours ont été déclenchés finalement le 30 juin, mais pourquoi? Parce que des journalistes ont attiré l'attention vraiment de militaires qui ont accepté de désobéir et qui ont finalement forcé leur hiérarchie à intervenir. C'est ça qui fait finalement basculer les choses et basculer l'intervention française. Et même comme ça, même une fois que les Français ont finalement secouru les rescapés de Bicécéros, même comme ça, ils ont continué leur soutien aux forces armées rwandaises qui ont commis le génocide, et même après le génocide. Donc là, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Alors François, tout de même, c'est une instruction qui a pris près de 17 ans. Est-ce que déjà c'est normal que ça prenne autant de temps et que ça puisse déboucher à un non-lieu? Non, parce que alors, pour beaucoup de choses, au début, il y a eu des juges qui avaient vraiment envie de faire bouger l'instruction, de faire avancer. Et puis, plus les choses ont avancé, moins les juges ont été actifs. Et là, le dossier était bloqué depuis plusieurs années. Depuis fin 2018, il ne se passait vraiment plus rien. Et en particulier, il y a quelque chose qui est très clair, c'est que le choix de ne pas intervenir à Bicécéros, il a été fait à Paris. Et donc, les juges, ils ont dit, non,
les militaires français sur le terrain, ils sont autonomes, et donc ils ont refusé d'aller interroger qui que ce soit à Paris. Et donc évidemment, si on ne veut pas chercher, on ne trouve rien. Hein, et donc c'est pour ça que le dossier a été finalement bloqué par la volonté des juges de surtout ne pas aller chercher là où il fallait, c'est-à-dire à Paris. Ce dossier, ça remettait en cause déjà le bien fondé ou la mission première de l'opération turquoise avec l'armée française qui s'était donc compromis et surtout complice, en tout cas de très près par rapport aux crimes qui étaient en train de se passer au Rwanda à cette époque. Alors François, tout ce que je veux savoir aujourd'hui, vous n'avez pas tardé tout de suite, vous avez annoncé que vous alliez faire appel. C'est donc loin d'être une cause loin d'être perdue. Ah, tout à fait. Là, depuis que les juges avaient commencé à annoncer leur intention de fermer le dossier en fin 2018, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir développer nos arguments devant d'autres juges. Et en particulier, ils nous ont empêchés de faire appel jusque-là. Maintenant que le non-lieu, il y a eu l'ordonnance et que le dossier est annoncé comme fermé, maintenant, nous avons le droit de faire appel et de faire entendre nos arguments. On a bien l'intention de le faire parce qu'on a des vrais arguments. Le dossier contient beaucoup d'éléments qui montrent bien. Alors, d'une part, il n'y a pas d'intention génocidaire de la part des Français. À aucun moment, on nous dit que les Français sont génocidaires eux-mêmes. C'est pas ça dans ce dossier. Mais par contre, comme la France veut garder sa zone d'influence, elle s'appuie sur des gens qui sont, en l'occurrence, les forces armées rwandaises et des génocidaires du tout. Et ça, c'est très très clair par contre dans le dossier. Et c'est ça qui fait que la France, en particulier l'armée française, mais surtout les décideurs parisiens, apportent un soutien en connaissance de cause aux génocidaires, en connaissance de cause, parce qu'ils savent très bien, ils sont informés du crime qui se déroule. Et encore une fois, ce soutien se continue même après le génocide. Peut-être pour terminer, on a toujours dénoncé dans les affaires en relation avec la responsabilité de la France au niveau politique ou encore au niveau de l'armée, on dénonce une certaine main qui soit en train d'agir derrière les rideaux pour influencer certains dossiers sur le plan de la justice. Vous pensez aussi que c'est le cas pour ce non-lieu ? Ça, je suis incapable de dire. De façon générale, la justice française est souvent très frileuse quand il s'agit de mettre en cause les policiers ou les militaires en opération extérieure. Là, il s'agit vraiment d'aller voir les décideurs parisiens, l'état-major, l'Élysée. Donc, évidemment, que ça soit leur propre volonté ou une volonté qui leur est imposée, je ne sais pas. Je sais en tout cas que les gouvernements rwandais et français actuellement veulent se réconcilier. Ils ont probablement des bonnes raisons pour ça. Mais il ne faut pas que ça soit au dépens de la mémoire des victimes et de la justice. Moi, je suis lié à aucun des deux États, et moi, surtout, je suis motivé par le fait que je ne veux pas que ça recommence. J'ai rejoint une association où il y a d'autres gens qui pensent comme moi, l'association Survie, et donc, si l'État français a reconnu qu'il a des responsabilités lourdes et accablantes, eh bien, il faut que ça se traduise en termes de sanctions. Ça me paraît très clair, et donc, il n'est pas acceptable que la justice s'arrête à mi-chemin. Alors, vous pensez qu'il y a des individus, des gens à qui ce non-lieu pourrait bénéficier éventuellement? Oui, des individus et des institutions. Tous les gens qu'on vise, c'est-à-dire les gens que les juges auraient dû interroger, le général Christian Queneau, qui était conseiller militaire de Mitterrand à l'Élysée, l'amiral Langsade, qui dirigeait l'armée française, et son adjoint, le général Germanos, qui s'occupait des opérations. Voilà. Et puis les responsables politiques aussi de l'époque, c'est ceux-là qui doivent évidemment respirer, et puis aussi les militaires sur le terrain qui ont été interrogés dans cette affaire, mais évidemment, mais c'est surtout l'institution, l'armée française et l'État français qui essayent d'échapper à leurs responsabilités, aux sanctions et à toute possibilité de réparation. S'ils veulent s'en tirer juste avec des grands discours, ça risque effectivement de ne pas faire le poids face à l'histoire. Voilà, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à vous. Voilà. À toutes et à tous, grand merci d'avoir été de nôtres. Et surtout, mes remerciements vont à l'équipe qui m'a réalisé, qui m'a permis de vous présenter cette édition. En mon nom propre, je vous dis grand merci et surtout, je vous invite à rester bien fidèle au programme de la télévision rwandaise.
J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement.